Qu'y a-t-il au-delà de l'univers? La question elle-même est fausse. L'univers n'a pas d'extérieur. Car un « extérieur » suppose une frontière. Or l'univers pourrait très bien ne pas avoir de frontière. 93 milliards d'années-lumière. C'est le rayon de l'univers observable. Mais l'univers réel pourrait être 10 puissance 23 fois plus grand que ce chiffre. Ou même infini. Et nous sommes à jamais prisonniers de cette prison sphérique de 93 milliards d'années-lumière. Parce que la vitesse de la lumière n'est que de 300 000 km par seconde. La lumière plus lointaine n'a même pas eu le temps de nous atteindre. Que l'univers s'est déjà dilaté encore plus loin. Les chiffres deviennent encore plus fous. La vitesse d'expansion de l'univers est de 70 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que des galaxies situées à 14 milliards d'années-lumière s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Chaque seconde, un espace équivalent à 1000 systèmes solaires est créé. Et nous n'en savons absolument rien. Les scientifiques ont proposé 3 possibilités. La première, l'univers est plat et infini, comme une feuille de papier infinie, sans frontières, ni extérieur. La deuxième, l'univers est fermé, comme une sphère à 4 dimensions. Si tu avances toujours, tu finis par revenir à ton point de départ. Mais que signifie revenir au point de départ? Dans un espace à 4 dimensions, notre cerveau est incapable de l'imaginer. La troisième, l'univers est ouvert, en forme de sel, s'étendant à l'infini mais avec une courbure négative. La plus folle de toutes est la théorie des univers parallèles. Notre univers pourrait n'être qu'un, parmi 10 puissance 500, bulles d'univers. Chaque bulle possède ses propres lois physiques, une vitesse de la lumière différente, une constante gravitationnelle différente. Elle flotte dans quelque chose que l'on appelle le superespace. Mais dans quoi se trouve ce superespace? C'est encore le paradoxe de la régression infinie. Alors, qu'y a-t-il à l'extérieur de l'univers? La réponse est que cette question dépasse elle-même le cadre de la physique. C'est comme demander combien font 1 plus 1 en musique. Chaque mot de la question nous est familier. Mais une fois assemblés, ils perdent tout leur sens. Mais pourquoi perdent-ils leur sens? Imagine une fourmi vivant à la surface d'un ballon. Tout son univers est en 2 dimensions, la longueur et la largeur. Lorsque tu lui dis qu'il existe un espace au-delà du ballon, elle est incapable de comprendre ce que signifie « au-delà ». Parce que dans son système de perception, la dimension de la hauteur n'existe tout simplement pas. Nous, humains, sommes pareils. Nous sommes prisonniers de 3 dimensions d'espace et d'une dimension de temps. Lorsque les physiciens disent que l'univers pourrait être une hypersphère à 4 dimensions, notre cerveau est incapable d'en construire l'image. Nous ne pouvons que la décrire à l'aide de formules mathématiques, sans jamais pouvoir la voir réellement. Comme cette fourmi, elle peut sentir que le ballon se dilate. Tous les points à la surface s'éloignent les uns des autres. Mais elle ne pourra jamais comprendre pourquoi le ballon se dilate. Parce que l'air à l'intérieur est pour elle un concept inexistant. La vérité encore plus troublante est que le temps lui-même fait partie de l'univers. En 2023, le lauréat du prix Nobel de physique Roger Penrose a démontré que le temps a commencé au moment du Big Bang. Avant cela, il n'y avait pas des « avant ». Ce mot lui-même est incorrect. C'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Lorsque tu atteins le point le plus au nord, la direction « nord » disparaît. Ainsi, lorsque nous demandons ce qu'il y a à l'extérieur de l'univers, nous demandons en réalité quel espace existe là où il n'y a pas d'espace. Cette question est logiquement contradictoire. Car elle, extérieure, nécessite de l'espace. Mais au-delà de l'univers, il n'y a pas d'espace, ni même la notion des « au-delà ». Mais les scientifiques n'ont pas abandonné. Ils ont redéfini la question d'une autre manière. Non pas « qu'y a-t-il à l'extérieur de l'univers ?» mais « comment l'univers est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ?» La réponse se cache dans la théorie de l'inflation proposée en 1980. Imagine les toutes premières 10 puissance 35 secondes après le Big Bang. Un laps de temps si court qu'en un clignement d'œil, 10 puissance 26 de ces instants se sont déjà écoulés. Et pourtant, dans ce moment incroyablement bref, l'univers s'est mis à s'étendre de manière exponentielle. En 10 puissance 32 secondes, son volume a augmenté de 10 puissance 78 fois. C'est comme si un atome se dilatait instantanément, à la taille de toute une galaxie. Cette vitesse d'expansion dépasse de loin celle de la lumière. Mais elle ne viole pas la relativité. Car ce qui se dilate, ce n'est pas la matière, mais l'espace lui-même. Comme lorsque tu gonfles un ballon, les fourmis à la surface du ballon remarquent que tous leurs compagnons s'éloignent. Mais aucune fourmi ne se déplace. C'est le sol lui-même qui s'étend. Cette inflation explique un mystère qui a longtemps déconcerté les scientifiques. Pourquoi la température du fond diffus cosmologique est de 2,725 Kelvin dans toutes les directions, presque exactement identique. En théorie, la matière projetée par le Big Bang aurait dû avoir des vitesses différentes.
et donc des températures différentes. Mais les mesures montrent que deux points séparés de 93 milliards d'années-lumière, n'ayant jamais été en relation causale, ont pourtant exactement la même température. La seule explication est que, avant l'inflation, ils se trouvaient dans une région minuscule, parfaitement mélangée et homogène, puis ont été arrachés aux deux extrémités de l'univers, comme si tu déposais une goutte d'encre sur un ballon, puis que tu gonflais frénétiquement ce ballon. La concentration de l'encre diminue, mais elle reste identique partout. Mais voici une découverte encore plus folle. L'énergie qui a déclenché cette inflation s'appelle l'énergie du vide. Après la fin de l'inflation, elle n'a pas totalement disparu. Elle est restée sous une forme étrange. C'est ce que nous appelons l'énergie sombre. L'énergie sombre représente 68,3% de l'énergie totale de l'univers. Elle agit comme une antigravité, créant une force répulsive de l'espace sur lui-même. Plus la distance est grande, plus la répulsion est forte. C'est pourquoi l'univers, non seulement se dilate, mais se dilate de manière accélérée. Le prix Nobel de physique 2011 a été décerné aux scientifiques qui ont découvert cette accélération de l'expansion. L'univers actuel est comme un train hors de contrôle, l'accélérateur bloqué, allant toujours plus vite. Un jour, cette accélération atteindra un seuil critique. À ce moment-là, la vitesse d'expansion de l'espace dépassera toutes les forces de cohésion de la matière. Les amas de galaxies seront arrachés, puis les galaxies, puis les systèmes stellaires, et finalement même les noyaux atomiques, seront déchirés. C'est la théorie du grand déchirement. Mais un destin encore plus solitaire est celui de la mort thermique. Dans un futur lointain, l'univers deviendra de plus en plus froid, de plus en plus vide. La dernière étoile s'éteindra. Dans 100 000 milliards d'années, les trous noirs s'évaporeront totalement. Après 10 puissance 100 années. À ce moment-là, il ne restera que le noir et la solitude. Une température proche du zéro absolu. Plus rien ne se produira. À jamais. Cela nous ramène à la question initiale. Si notre univers est vraiment un parmi 10 puissance 500 bulles d'univers, d'où viennent ces bulles? La réponse pourrait se cacher dans la théorie des cordes. La théorie des cordes suggère que l'univers possède 11 dimensions. Nous n'en percevons que 4. Les 7 autres sont enroulées à l'échelle de Planck, qui est de 10 puissance 35 mètres. Des milliards de fois plus petite qu'un noyau atomique. La manière dont ces 7 dimensions supplémentaires s'enroulent détermine les lois physiques de cet univers. Imagine un tuyau vu de loin. Il semble unidimensionnel. Il n'a qu'une longueur. Mais si tu es une fourmi sur le tuyau, tu découvres une dimension circulaire supplémentaire. Selon la théorie des cordes, l'univers est comme ce tuyau. Les dimensions supplémentaires sont simplement trop petites pour que nous puissions les ressentir. En 2003, le physicien théoricien américain Leonard Susskind a calculé que ces 7 dimensions possèdent 10 puissance 500 manières différentes de s'enrouler. Chaque configuration correspond à un univers différent. Dans certains univers, la vitesse de la lumière est de 1000 km par seconde. Les galaxies y auraient une forme totalement différente. Dans d'autres, la constante gravitationnelle est 10 fois plus grande que la nôtre. Les étoiles y brûleraient tout leur carburant en quelques centaines d'années. Dans certains univers, les atomes eux-mêmes ne peuvent pas se former. Il n'y existe qu'une soupe de quarks. Cela soulève une question profondément dérangeante. Pourquoi notre univers possède-t-il précisément la bonne vitesse de la lumière, la bonne constante gravitationnelle, la bonne force électromagnétique, permettant la formation des atomes, la combustion des étoiles, et l'apparition de la vie? La probabilité est d'une sur 10 puissance 120. Certains y voient un dessein divin, mais les scientifiques proposent une autre explication, le principe anthropique. Si 10 puissance 500 univers existent réellement, alors certains d'entre eux seront inévitablement adaptés à la vie, et nous vivons simplement dans l'un de ces univers-là, non pas parce qu'il a été conçu ainsi, mais parce que ce n'est que dans un tel univers que quelqu'un peut se poser cette question. C'est comme une personne qui gagne à la loterie et s'étonne. Pourquoi moi? En réalité, il n'y a pas de pourquoi. Si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre poserait la question. Mais il existe une possibilité encore plus folle. Si notre univers est fini, s'il a un début, des lois et des constantes physiques précises, alors pourrait-il être programmé? En 2003, le philosophe d'Oxford Nick Bostrom a proposé l'hypothèse de la simulation. Il a montré que, si une civilisation atteint un niveau technologique suffisant pour simuler des univers virtuels conscients, alors le nombre d'univers simulés dépassera largement celui des univers réels. Cela signifie que, d'un point de vue probabiliste, nous avons plus de chances de vivre dans une simulation créée par une civilisation de dimension supérieure, comme les mondes de jeux que nous créons, à ceci près que ce jeu est si sophistiqué qu'il reproduit parfaitement
les lois de la physique. Cette idée semble absurde. Mais elle explique de nombreux phénomènes étranges, comme l'effondrement de la fonction d'onde en mécanique quantique. Pourquoi une particule est-elle dans un état de superposition avant d'être observée? Et prend-elle un état défini une fois observée? Cela ressemble au chargement à la demande dans un jeu. Les détails d'une zone ne sont rendus que lorsque le joueur la regarde. Ou encore le réglage fin de l'univers. Si nous vivons dans une simulation, ces constantes physiques parfaitement ajustées pourraient n'être que des paramètres rentrés par un programmeur. Par exemple, l'échelle de Planck. Pourquoi existe-t-il une longueur et un temps minimaux? N'est-ce pas comparable aux pixels d'un écran? En dessous, cela n'a plus aucun sens. Mais même si cette hypothèse était vraie, elle ne ferait que repousser la question. Qui a créé la civilisation? Qui nous a créés? Nous revenons alors au paradoxe de la régression infinie. Alors, qu'y a-t-il à l'extérieur de l'univers? Nous ne le saurons peut-être jamais. Non pas faute de technologie, mais parce que cette question dépasse les limites de la cognition humaine. Nous sommes comme les fourmis, à la surface d'un ballon, incapables de comprendre l'espace tridimensionnel. Nous sommes comme des personnages de jeu, incapables de toucher le monde, au-delà de l'écran. Mais ce n'est pas un désespoir. C'est un rappel que l'univers est plus mystérieux, plus vaste, et plus incroyable que tout ce que nous pouvons imaginer. Dans cette prison sphérique de 93 milliards d'années-lumière, nous ne pourrons peut-être jamais nous échapper. Mais au moins, nous pouvons lever les yeux vers le ciel étoilé. Nous pouvons réfléchir, questionner, nous émerveiller. Peut-être que prendre conscience de notre ignorance est déjà une forme de sagesse, et avoir le courage de poser des questions aux frontières de la connaissance est peut-être le plus précieux des cadeaux que l'univers ait offert à l'humanité.